du transfert. Ok, nous prenons cette question du transfert là où nous l'avons laissée, c'est-à-dire à la fin de ce que Freud a pu avancer. On y reviendra de toute manière, on ne va pas abandonner Freud parce qu'on en a parlé 2 fois. La question du transfert ne sera pas vraiment fondamentalement remaniée dans les 15 dernières années de la vie de Freud. Par ses élèves et autres disciples et successeurs, elle sera pour l'essentiel répétée. On a vu cette répétition. On ne touche pas au maître. Le transfert au maître est sacré. Freud embaumé. Pourtant, la psychanalyse se devait de ne pas virer à la religion. Il faut attendre 12 ans après la mort de Freud, en 1939, pour qu'un dénommé Jacques Lacan la reprenne. Cette fameuse question si embarrassante du transfert. L'analyste n'est pas un médecin, entre guillemets, pour parler comme Freud, n'est pas un médecin comme les autres, en tout cas. Le médecin somaticien possède un savoir et un savoir-faire transmis par ses maîtres à la faculté et à l'hôpital. Il applique ce savoir et ce savoir-faire. Il n'a pas à s'impliquer personnellement dans cette relation à vocation thérapeutique. Plus il reste extérieur, plus il est efficace, armé de ses connaissances scientifiques et sans trop s'affecter. L'analyste n'est pas extérieur. Lui, il est concerné. Freud comparait le transfert à une arène. Lacan, parfois, parla du chaudron, dans lequel analystes et analysants bouillonnaient. D'une serre chaude aussi, dans laquelle ils mijotaient tous deux. Dans l'analyse, on est 2, et même 3 avec le langage. On est en 1951, et c'est alors que Lacan va se permettre de réintervenir sur le transfert d'une manière originale. Son texte s'intitule précisément « Intervention sur le transfert », que vous trouverez donc dans les écrits. Il s'agit d'une conférence, je cite Lacan, d'une conférence prononcée au congrès dit des psychanalystes de langue romane de 1951. Donc, je le disais, dans les écrits au seuil, les écrits donc de 1966, pages 215 à 226, le texte. Cette même année 1951, Lacan traduit le texte Logos de son ami le philosophe allemand Martin Heidegger. Excusez-moi. Alors voilà, nous sommes dorénavant prévenus, nous sommes bien chez Lacan, pas ou plus chez Freud, même si nous restons freudiens. Pas question d'être jungien ou adlérien, par exemple. C'est-à-dire qu'avec Lacan, la notion de sujet devient avec lui prévalente. C'est ça qu'introduit Lacan. Il dégage très nettement cette notion du ich freudien. Lacan est et sera encore même quelque temps dans la croyance d'un rapport de sujet à sujet, c'est-à-dire en clair qu'il croit encore un temps à l'intersubjectivité. En plus, via Heidegger, il reste hegelien. À cette époque, Lacan a été spinoziste avec le désir, et là, il est hegelien dans cette période. Il reste hegelien, c'est-à-dire qu'il reste structuré par la dialectique hegelienne, celle qu'on a tous connue dans nos cahiers de philosophie, thèse, antithèse, synthèse, la dialectique hegelienne. Il fut, avant la guerre, l'un des intellectuels français qui assistèrent au séminaire d'Alexandre Kojève,
qui fut l'introducteur de la pensée de Hegel en France. Il y avait au séminaire de Kojève, il y avait Merleau-Ponty, il y avait Lévi-Strauss, il y avait Sartre, il y avait Aron, il y avait toute l'intelligentsia parisienne. La psychanalyse est une expérience dialectique, dit Lacan à ce moment-là, et cette notion doit prévaloir quand on pose la question de la nature du transfert. Écrit page 216. Lacan va faire reposer l'essentiel de ce qu'il va dire sur le transfert à cette époque, donc en 1951, au sortir de la guerre, sur le cas Dora. Pourquoi ? Freud est mort en 1939 et il est temps d'aller dans ce redémarrage à l'essentiel. L'essentiel, c'est ici le ratage de la cure de Dora, première grande cure psychanalytique de Freud et de l'histoire de la psychanalyse. Sur cette question précise, Freud est mal placé dans le transfert et il ne le voit pas tout de suite, en tout cas pas clairement. C'est seulement en 1923, dans sa note ajoutée, qu'il le reconnaît pleinement, annonçant non moins clairement, en outre, je cite Freud, « Ce qui est dit ici sur le transfert trouvera plus tard son prolongement dans l'article technique sur l'amour de transfert. » En effet, on est déjà passé par là, c'est le fameux texte Übertragungsliebe de 1915. C'est pour cette raison que Lacan dit dans ce texte « Je fonderai, dit Lacan, je fonderai ma démonstration sur le cas Dora pour ce qu'il représente dans l'expérience encore neuve du transfert, le premier où Freud reconnaît que l'analyste y a sa part. C'est la première fois que Freud donne le concept de l'obstacle sur lequel est venu se briser l'analyse sous le terme de transfert. » C'est clair, hein ? On ne veut pas reprendre, réanalyser complètement, une fois de plus, le cas Dora, qui, je vous le rappelle, est centré, si vous l'avez lu, sur deux rêves. Pourquoi ? Parce que Freud est toujours encore sous l'emprise de son travail de 1900, dit Traumdeutung, l'interprétation des rêves, la science des rêves. Cas Dora que je suppose donc que vous avez au moins lu une fois selon mes conseils précédents. Résumons. 4 personnages. Un quatuor, comme dit Lacan. Un quatuor. 1. Dora, perturbée par les agissements adultères de son père. 2. Son père, impuissant, qui est l'amant de Madame K. 3. Madame K, qui est aimée par une Dora fascinée par, je cite, la blancheur de son corps, Freud. 4. Monsieur K, qui fait la cour à Dora et par laquelle il sera éconduit d'une gifle magistrale quand il lui confessera « Ma femme n'est rien pour moi ». Laissons les développements dits dialectiques de Lacan, peut-être un peu dépassés dans la forme aujourd'hui, mais pas sur le fond. 3 développements de la vérité, comme dit Lacan. 3 développements de la vérité par Dora, à quoi vont répondre, du côté de Freud, 3 renversements dialectiques. Ce sont les expressions de Lacan. Hein. Lacan, à le lire de près, prolonge exactement les réflexions de Freud, celles de 1905 et celles de 1923 des notes en bas de page. Pour Lacan, Dora n'accède pas à la reconnaissance de sa féminité. Pour ce faire, il faudrait qu'elle soit en position de réaliser l'assomption de son propre corps, ce qui ne se fait pas.
En termes de stade de miroir de 1936 de Lacan, hein, en termes de stade de miroir, elle, je cite, reste ouverte au morcellement fonctionnel, comme s'exprime Lacan, qui constitue les symptômes de conversion. Fin de citation. Dora s'identifie à M. K et à Freud, au moment du premier rêve dit rêve de transfert. L'odeur de fumée perçue au réveil du rêve fait pont entre les deux hommes. Si Dora se retourne passionnellement vers son père, c'est qu'elle régresse. Elle ne s'accepte pas elle-même comme objet du désir. Lacan précise, je cite, « c'est-à-dire après qu'elle ait épuisé le sens de ce qu'il cherche en Madame K. » Voilà le problème de Dora. Lacan nous dit, aussi bien que pour toute femme et pour des raisons qui sont au fondement même des échanges sociaux les plus élémentaires, ceux-là même que Dora formule dans les griefs de sa révolte, le problème de sa condition est au fond de s'accepter comme objet du désir de l'homme. Et c'est là pour Dora le mystère qui motive son idolâtrie pour Madame K. Tout comme dans sa longue méditation devant la Madone et dans son recours à l'adorateur lointain, si vous avez lu le texte, vous savez de quoi je parle, il la pousse vers la solution que le christianisme a donnée à cette impasse subjective en faisant de la femme l'objet du désir divin ou un objet transcendant du désir, ce qui s'équivaut. Page 222 des écrits, c'est Lacan, je viens de citer. Mais Freud, comme on s'en souvient ici, ne dirige pas Dora vers le fait de reconnaître que c'est Madame K pour elle. Il défaille à cet endroit, pense Lacan, hein, dit Lacan. Sa défaillance porte sur l'action du transfert. Là, je vous cite la version PUF du cas Dora, de l'hystérie, PUF, page 86-90. La version PUF donc, des années 50. Car cette défaillance est due à l'erreur qui consiste à ajourner cette interprétation. PUF, page 89. Alors qu'il n'est pas sans savoir qu'il lui reste peu de temps. Dora l'a prévenu. Encore 2 heures exprimées dans le rêve. PUF, page 89. Freud, en quelque sorte, nous fait un aveu. Longtemps, il n'a pu rencontrer la tendance homosexuelle si constante pourtant chez les hystériques. Quand il la rencontre, il est dans le désarroi. Il ne sait que faire pour agir d'une manière qui soit satisfaisante. Lacan fait remarquer qu'il y a un préjugé qui est retrouvé au niveau du complexe d'Oedipe, la théorie du complexe d'Oedipe, qui tente à faire de la prévalence du personnage du père quelque chose de naturel, alors qu'il s'agit du normatif à fonction père. Donc, ce n'est pas le personnage. Il cite le refrain suivant pour bien faire image. Comme le fil est pour l'aiguille, la fille est pour le garçon. Pourquoi Freud a-t-il au fond tant de sympathie pour M. K? C'est M. K qui lui a amené le père de Dora, version PUF, page 10. Il l'apprécie à diverses reprises, PUF, note, page 18. C'est pour que vous puissiez vous référer au texte. Souvenons-nous encore qu'après l'échec de la psychanalyse de Dora, chose inouïe, Freud persiste. Il persiste à penser que peut-être encore seule une, je cite, une victoire de l'amour, PUF, page 82. C'est-à-dire que Freud croit en l'amour médecin. Et puis, reconnaissons-le, en de nombreux endroits du texte, l'on voit clairement qu'il aime bien Dora. En fait, Freud s'est mis un peu trop à la place de M. K. Lacan nous l'explique ainsi, je cite.
Freud, en raison de son contre-transfert, car pour Lacan, il y a encore un contre-transfert en 51, on verra plus tard que ce n'est plus le cas en 61, Freud, en raison de son contre-transfert, revient trop constamment sur l'amour que M. K inspirerait à Dora. Et il est singulier de voir comment il interprète toujours dans le sens de l'aveu les réponses pourtant très variées que lui oppose Dora. Lacan revient sur la scène de la déclaration au bord du lac. Vous vous en souvenez, c'est la scène de la gifle, là. Car il l'interprète. Et dit-il, il suffit, comme dans toute interprétation valable, sous-entendu en psychanalyse, de s'en tenir au texte pour le comprendre. Ni plus ni moins. Conseil donc aux jeunes analystes que le texte. On se souvient que M. K dit à Dora, « Ma femme n'est rien pour moi ». Gifle immédiate de Dora à M. K, dont elle ressentira bien après la cure, je cite, le contre-coup brûlant en une névralgie transitoire. Gifle qui est donc discours. Si elle n'est rien pour moi, pour vous, qu'êtes-vous donc pour moi? Voilà, vous insultez toutes les femmes si vous dites que votre femme n'est rien pour vous, donc moi y compris. Lacan ajoute, le fantasme latent de grossesse qui suivra cette scène n'objecte pas à notre interprétation. Il est notoire qu'il se produit chez les hystériques en fonction même de leur identification virile. Dora identifie à M. K, Freud identifie à M. K, tout le monde sort de la scène et Dora s'éloigne avec le sourire de la Joconde. Je cite les phrases de Lacan là. Elle aura réussi à précipiter par le seul mana de sa présence l'infortuné M. K sous les roues de sa voiture. Page 224-225 des écrivains. Alors faisons le point maintenant. Quid ici en 1951 du transfert chez Lacan? Qu'est-ce donc enfin que ce transfert dont Freud dit quelque part que son travail se poursuit invisible derrière le progrès du traitement et dont au reste les effets, je cite, échappent à la démonstration. Puf, page 54. Comme s'exprime Lacan, il propose alors, chose surprenante, de considérer ce transfert comme une entité toute relative au contre-transfert. Vous voyez le retournement. Comme une entité toute relative au contre-transfert. Un contre-transfert défini comme la somme des préjugés, des passions, des embarras, voire de l'insuffisante information de l'analyste à tel moment du procès dialectique. À telle enseigne que Lacan vient à remarquer que, je cite encore, Freud lui-même ne nous dit-il pas, puf, page 88, que Dora eût pu transférer sur lui le personnage paternel s'il eût été assez sot pour croire à la version des choses à lui présentée par le père. Vient alors la définition lacanienne du transfert en ce début des années 50. Lacan nous dit, autrement dit, le transfert n'est rien de réel dans le sujet, sinon l'apparition dans un mouvement de stagnation de la dialectique analytique, encore cette fichue dialectique, de la stagnation de la dialectique analytique des modes permanents selon lesquels il constitue ces objets. Page 225 des écrits. Je répète parce que c'est très important. Autrement dit, le transfert n'est rien de réel dans le sujet, sinon l'apparition dans un moment de stagnation de la dialectique analytique des modes permanents selon lesquels il constitue ces objets. Eh bien, nous tenons pour fondamentale cette première définition lacanienne du transfert. Première définition historique. Pour autant qu'elle semble exclure le réel de la question du transfert, alors qu'elle l'introduit en lui donnant précisément sa place.
Le sujet constitue ces objets selon quelques modes dits permanents. Et voilà qu'à cette occasion, le réel surgit dans la problématique même du transfert. Il y faut ce moment de stagnation de la dialectique analytique. Nous reviendrons plus loin sur la portée d'une telle formule, car le réel de 1951, le réel entre guillemets, car le réel de 1951 est-il le même que le réel des années 70 de la topologie puis de la nodologie? Je laisse la question ouverte pour le moment. Mais là, il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre son temps, se hâter lentement, selon la formule antique des latins. Je ne vous la cite pas en latin, je vous la cite en français. Car cette définition qui introduit le réel introduit aussi, vous l'aurez entendu, la temporalité dans un moment de stagnation de la dialectique. Chaque mot de Lacan est, comme d'habitude, pesé, allant jusqu'à faire qu'à un moment, l'équilibre du sens d'une question bascule. Interpréter le transfert, ce n'est rien d'autre que de remplir par un leurre, dit Lacan, le vide de ce point mort. Mais ce leurre est utile, car même trompeur, il relance le procès. Ainsi, dit-il, le transfert ne ressortira aucune propriété mystérieuse de l'affectivité, et même quand il se trahit sous un aspect d'émoi, celui-ci ne prend son sens qu'en fonction du moment dialectique où il se produit. Écrit page 225. Alors, quel est ce moment dialectique où il se produit? Quel est ce moment? Eh bien, réponse, il est peu significatif, car il ne fait que trahir généralement quoi? Une erreur de l'analyste. Et habituellement laquelle comme erreur? Eh bien, de trop vouloir le bien du patient, répond Lacan, de trop vouloir le bien du patient. Et c'est pourtant Freud lui-même qui, ce danger, l'a dénoncé. Insister sur la valeur des propositions de mariage de M. K, croire encore et encore et encore à une victoire de l'amour, entre guillemets, vont malencontreusement dans ce sens. Freud est à la place de M. K, il désire à sa place, alors que nous montre Lacan, alors qu'il devrait venir en compétition avec lui, se mettre en jeu en personne, comme substitut de M. K. En somme, comme objet, comme l'exprime justement Lacan. Ainsi, en cette année 1951, Lacan se sert du cas de Dora, qu'il connaît bien, car en cette année 1950-51, il fait la première année de son séminaire, privé, pas public, aux 3 rues de Lille, c'est-à-dire chez Sylvia Bataille, et non pas chez lui aux 5. L'histoire dit que c'est pour des raisons de place, d'espace d'accueil des participants. Il consacre ce séminaire précisément à Dora. Il terminera sa conférence par cette phrase qui résume en quelque sorte l'état de sa pensée sur la question pour ce soir. Le transfert a toujours le même sens d'indiquer les moments d'errance et aussi d'orientation de l'analyste. La même valeur pour nous rappeler à l'ordre de notre rôle. 2 points. Un non-agir positif en vue de l'orthodramatisation de la subjectivité du patient. Voilà, ce Lacan-là est un Lacan hegelien. C'est un Lacan qui court depuis 1932 sa thèse de doctorat en médecine et psychiatrie. De 1932 jusqu'à 1953, sa conférence « Le symbolique, l'imaginaire et le réel ». Donc de 1932 à 1953, on peut dire que c'est un Lacan lacanien. C'est à partir de 1953 qu'il va se faire ce qu'on a appelé le retour à Freud. Mais là, dans cette période, on est en 1951, on est encore en plein dans le Lacan lacanien. Lacan n'a pas toujours été freudien. Lacan lacanien, ça veut dire qu'il prend chez Freud ce qui l'intéresse. Depuis 1932, il prend ce qui l'intéresse pour la paranoïa, il prend ce qui l'intéresse et il laisse le reste.
Et ce n'est pas la bonne méthode qu'il va falloir employer, il va falloir prendre tout. Et nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre tout Freud et tout Lacan. Pas le Lacan de 53, le Lacan de 62 qui nous intéresse, pas le Freud. Non, il faut prendre tout. Tout. Mais à ce moment-là, Lacan est lacanien dans le sens que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il prend ce qui l'intéresse. On fait tout ça généralement, mais c'est une erreur. La méthode que le lacaniste va nous enseigner plus tard, c'est qu'il faut prendre tout, toute l'œuvre. Il ne faut pas faire son marché de ce qui nous intéresse et puis de ce qui ne nous intéresse pas. Voilà, mais je dois répondre aussi aux deux questions que j'ai posées. Qu'est-ce qui fait que Freud, on verra Lacan un peu plus tard, qu'est-ce qui fait que Freud, qu'est-ce qui fait que Lacan mette si longtemps à aborder théoriquement la question du transfert? Bon, Freud pratique depuis déjà longtemps, hein, avec les hystériques, etc. Et pourquoi c'est l'année 1912, 13, 14, 15, pourquoi ça arrive là? Et s'il n'avait pas été poussé par Ferenczi, il n'avait pas été sur le point d'être dépassé par Ferenczi, il n'aurait encore attendu pour théoriser. Il le dit lui-même qu'il a perdu, la psychanalyse avec lui a perdu 10 ans parce qu'il résistait à parler de cette question. Comment je réponds moi? Mais c'est tout à fait personnel. Je pense que Freud, en chercheur et un peu aussi en médecin quand même, il a rencontré le transfert. Il a compris que le transfert, ça bombardait l'analyste, mais en bon médecin en quelque sorte, il ne s'est jamais imaginé que lui, il était pris dans le chaudron dont parlera Lacan. Il ne s'est jamais, au début, c'est le patient, c'est la patiente toujours qui transfère sur l'analyste. Et puis à un moment, il faut quand même qu'il comprenne que lui aussi, il transfère. On appelle ça au début, le mot ne vient pas de lui, mais il utilise de contre-transfert, counter-transférence en anglais, il l'utilise, c'est son contre-transfert. Mais non, Lacan montrera plus tard, c'est son transfert. Donc, Freud a du mal à admettre que le médecin, que le psychanalyste, il est là-dedans. Il a aussi un transfert. Ça irait beaucoup plus loin avec Lacan, parce que ça sera même lui qui transférera le premier. On verra ça plus tard. Quant à Lacan, pourquoi il met aussi... Freud a mis 10 ans. Il dit, j'ai perdu 10 ans pour construire la psychanalyse. Lacan, c'est la même réponse. Il dit, j'ai mis 10 ans. Et lui, il ajoute dans son première séance d'aller voir le séminaire Le Transfert, on va y venir plus tard, Lacan va dire, j'ai mis 10 ans, je n'en voulais rien savoir. Voilà, je n'en veux rien savoir, c'est une petite phrase ritournelle chez Lacan qu'on retrouve souvent au séminaire. Je n'en veux rien savoir. Ça dit quelque chose qu'on développera plus tard. Voilà, de cette question, on n'en veut rien savoir. Pourquoi? Parce qu'on est pris dedans. On est pris dans le chaudron, on est pris dans la serre chaude. Le médecin qui devient l'analyste, il est pris là-dedans. Donc, il est obligé d'analyser son désir. Et ça résiste. Ça résiste pendant 10 ans, chez Freud et même chez Lacan. Voilà comment je réponds à ces deux questions. Ils ont mis tant de temps parce que c'est difficile de comprendre, d'admettre qu'on est pris là-dedans aussi. Ce n'est pas le malheureux malade ou la patiente. Non, les deux sont dans le même chaudron. Alors, lequel a commencé? On verra ça plus tard. Lequel a commencé? Quel est le premier tac au tac? Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas combien de temps ça fait. J'ai voulu chronométrer. Combien de temps ça fait? Ah oui, vous voyez, ça va vite. Hein, ça fait 28 minutes au lieu de 25, au lieu de 20 même. Voilà, je m'arrête pour qu'on puisse parler. Donc, vous avez la parole. C'est pour vous dire à quel point c'est une question embarrassante. C'est peut-être la question embarrassante de la psychanalyse. Vous ne le direz pas, on est entre nous là. Oui, madame, oui. Alors, bonsoir, je suis Annie. Annie, madame Annie, d'accord. Voilà, Annie Auvry. Oui. En fait, moi, ce que j'entends dans le rien savoir, c'est-à-dire la non-connaissance. Et c'est comme si qui dit on ne veut, donc c'est le non-vouloir. Et c'est comme si qu'il ne voulait pas aller plus loin dans cette connaissance. En quelque sorte, oui, parce que c'est une bombe. Voilà, c'est ce que j'en déduis par rapport à on n'en veut rien savoir. C'est une bombe, parce que vous voyez, là, on parle de 51, il parle du transfert, hein. Il aborde le transfert. Mais il va falloir attendre 60-61, le vrai séminaire appelé
le transfert. Hein. Mm. Il faut attendre exactement 10 ans là. Et ce sont, Freud comme Lacan, ce sont des praticiens qui pratiquent depuis des années. Mais il faut quand même attendre des années parce que c'est une bombe. Quand une bombe elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Comment la désamorcer? Il y a plusieurs façons de la désamorcer. Il faut enlever progressivement le détonateur et faire attention à pas que ça vous saute à la figure. Ou alors, il faut la faire exploser. Mais Lacan, comme Freud, n'avait pas trop envie de la faire exploser. Il a fallu enlever le détonateur et voir comment c'était fichu. Comment c'est fichu le transfert. Voilà. À partir du moment où vous avez admis que les deux sont dans cette position, sont dans le même chaudron, quoi. Dans cette serre chaude, ils sont deux, et trois avec le langage. Ouais. Mais si on va plus loin, en reprenant le travail sur le RSI, on s'aperçoit que là, il faut faire attention parce que si on touche trop aux symptômes, c'est là où on risque de causer plus de dégâts. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut savoir comment y toucher, si je puis dire. Et j'ai introduit deux choses. J'ai introduit dans cette question, il parle du réel, on dit il n'y a rien de réel dans le transfert, et pourtant mon thème c'est le réel dans le transfert, vous le verrez un peu plus tard dans l'année. Il n'y a rien de réel, puis quand on regarde de près, il introduit le réel. Et il introduit la temporalité. Bon, réel et temporalité, ça va être quand même deux pieds, deux jambes sur lesquelles on va marcher pour le transfert. Le réel et la temporalité. La temporalité. Voilà. Merci. Ne pas aller trop vite, mais avancer quand même pour dévisser le détonateur. Ouais. Hein? Et le réel, c'est que c'est quand même une bombe. Ouais. Ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas la patiente qui transfère, c'est une bombe qui est là entre les deux. Oui. La notion de bombe m'interpelle beaucoup et le « on est pris dedans ». Et enfin, je ne sais pas si vous pouvez en dire un peu plus. J'ai l'impression, en vous écoutant, que le mot qui n'est pas prononcé, c'est la question du désir. Et comment dire, très compliqué à manager. C'est-à-dire comme si l'analyste avait le fantasme de faire, en tout cas à l'époque de Freud, une analyse de manière objective dans laquelle, comme un scientifique, il analyse l'objet de son étude sans penser qu'il est lui-même partie prenante de l'expérience. Et ce qui fait qu'on est partie prenante de l'expérience, il me semble que c'est la question du désir, mais alors je ne sais pas si vous retenez de le dire, enfin vous avez évoqué très rapidement la question du désir, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui et non, parce qu'effectivement, je retiens ce terme, parce que c'était le terme de Lacan, et on va y venir quand on va rentrer dans l'œuvre de Lacan, à partir du séminaire, le transfert, on va être obligé de parler de ça, mais je n'en parle pas là parce que ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour en 51. Mais effectivement, c'est le vrai fond de la question, et le désir qui sera le désir du patient, bien sûr, mais surtout, arriver au désir de l'analyste. Qu'est-ce que c'est que ce désir X? Le désir de l'analyste. Donc, vous anticipez, je vous remercie, mais je ne peux pas répondre directement parce que ça va être l'objet des séances qui vont suivre, fin novembre, décembre. Hein. On va rentrer, puisqu'on va arriver au séminaire 1, au séminaire 2, surtout le séminaire 1, et ensuite, ça va être le séminaire sur le transfert qui va nous permettre d'arriver à ces questions qui sont arrivées progressivement. Mais la question excusez-moi, pardon, je voudrais pas. Dans le désir qu'on va devoir travailler, en fait, il y aura cette question de transfert, mais ça sera plus le transfert positif. Et quand on voit à la fin, en fait, après Dora, d'ailleurs, elle le dit dans son rêve, que ça va être, il lui reste plus que quelques heures, donc on entend que c'est vraiment, on arrive à la fin de la séance. 2 heures. Et là, elle rentre en transfert négatif. Donc là, on est aussi sur le. Quand elle parle dans son rêve qu'il lui reste plus que 2 heures, on entend bien que c'est la fin pour elle de ce long travail. Et en fait, c'est là où elle commence à rentrer en transfert négatif. Elle est depuis quelque temps dans ce transfert négatif, mais Freud aurait dû en tous les cas entendre
son inconscient, si je puis dire, que le rêve disait tout, quoi. Elle avait décidé de partir le 31 décembre, elle partait le 31 décembre et il ne restait plus que 2 heures dans le rêve. Freud n'a pas tenu compte de ça. Ouais, c'est bon. Il apprenait en même temps. Oui, bien sûr, il invente, c'est l'inventeur, oui, oui, d'accord. Voilà, 2 heures. Elle a tendu quand même des perches. Hein. Je ne sais plus, c'est Lou Andreas Salomé qui fera remarquer à Freud qu'il aurait pu se débrouiller un peu mieux que ça. Il faut que ça soit une femme analyste qui lui dise. Il aurait pu se débrouiller, bon, il pouvait prendre les choses oui, autrement. Non, il s'est laissé épingler. Voilà. Enfin, pour moi, ça met quand même du désir au départ sur le transfert positif et qui fait lien avec la personne qui vient de répondre. Et je pense que c'est la suite de ce qu'on va pouvoir travailler aux séances suivantes. Oui, il faut laisser du temps pour les. On n'est qu'à la 3e séance, il y en a 12. Donc tout ça va se développer. Hein. Bien sûr qu'on va arriver dans les eaux de la question du désir, tel que Lacan, en tous les cas, en parle et l'aborde. Hein. Ce n'est pas le Wunsch freudien, c'est le désir chez Lacan, qui va poser la question du désir, mais du désir de tout le monde, hein, effectivement, du patient, bien sûr, mais du désir de l'analyse. Et ça va être un peu plus coton. Ouais. Ah oui. Quel est ce désir? Quel est ce désir? Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça posera un énorme problème à ceux qui veulent devenir analystes. Pourquoi vous voulez devenir analyste? À mon époque, je suis assez vieux, hein, c'était une profession intéressante, intellectuelle, intelligente, on gagnait de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors pourquoi vous voulez quand même souffrir à ce point-là? D'après Freud, tout est lié à la sexualité. Donc, après, c'est Freud, c'est pas Lacan. Oh ben si, Lacan met quand même le sexuel au centre, comme Freud. Lacan, je vous rappelle, a toujours été freudien. Oui, donc quelque part, il est parti sur les mêmes idées, mais... Non, pas les mêmes idées, sur la même théorie. C'est le sexuel qui est au centre de l'humain, le sexuel. Pas la génitalité, voilà. Pas la génitalité, le sexuel au sens de Freud. Le fait qu'il y ait du sexuel, c'est tout à fait énigmatique quand même. Ça ne vous pose pas de problème, ça pose de problème à tout le monde. Hein. Regardez avec les genres maintenant. La jeunesse et le transgenre. Dire qu'il y a quelques années, on se moquait des analystes, il y a 15 ou 20 ans, on se moquait des analystes parce que le sexuel, il n'y avait pas que ça dans la vie. Et maintenant, il n'y a que ça partout. Changer de sexe, avoir un sexe, quel sexe? Tous les sexes, intersexe. Ouais. Lien avec le désir. Comment? En lien avec le désir. Oui. Ben oui. C'est-à-dire le manque. Oui, mais ça, je l'avais compris, le manque, et puis en plus, enfin, ça va même plus loin. Plus loin que le manque. Oui, je pense que c'est plus lié à l'estime de soi. C'est pas le même registre, l'estime de soi. Hein. Il y a le manque, mais aussi il y a tout ce qu'on peut vivre en soi, en fait, et qui a été incompris au niveau quand l'enfant a traversé cette période oedipienne. Oui, bien sûr. La vie, quoi. La vie. Oui. Oui, vous levez la main pour une autre. Oui, bonsoir. Moi, c'est ceux qui ne connaissent pas Julien. Oups. Monsieur Julien Nguyen. Oui, Julien Nguyen. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur, vous poser, essayer d'en entendre davantage sur deux choses que vous avez dites qui m'ont interpellé. L'intersubjectivité. Visiblement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Lacan remettait en cause l'intersubjectivité, et ça m'intéresse parce que j'ai cru que ça faisait partie des phases de développement du nourrisson, enfin, sa découverte de l'autre qui existe
autant que lui-même, enfin en tout cas qui existe aussi, qui a sa valeur. J'avais ça comme définition d'intersubjectivité, donc ça m'intéresse de savoir ce que vous entendez par là. Et l'autre chose, ça n'a rien à voir, mais c'était sur le fait que vous disiez que Freud aurait dû se mettre en compétition avec Monsieur K. Et pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu abstrait, donc si vous pouviez expliquer un peu plus, je suis très intéressé. C'est pas moi qui le dis, c'est Lacan qui le dit. Oui, Lacan pense qu'il faudrait. Ça ne suffit pas de désirer à la place de M. K, qu'il faudrait qu'il désire à la place de Freud, si vous voulez, voilà, qu'il soit un petit peu plus subjectivé, puisque manifestement, il y a quelque chose entre Freud et Dora, qui l'avoue en quelque sorte, ou qui le manipule, qui le manœuvre pour l'analyse, qui s'expose en quelque sorte, qui ne soit pas simplement en compétition, qui ne soit pas à la même place que M. K, qui soit vraiment à la place de Freud, assumé. Vous voyez, c'est de ce côté-là. C'est ça que Lacan reproche à Freud, hein, je n'en dis pas plus. Quant à l'intersubjectivité, oui, j'ai précisé qu'à ce moment-là, dans 51, Lacan est toujours un peu comme d'autres, d'ailleurs, dans l'intersubjectivité. C'est ça que je disais, oui. Il croit que ça passe d'inconscient à inconscient. Mais non, non. On est beaucoup plus dans le solipsisme, on est beaucoup plus coupé de l'autre. Lacan a montré, première séance d'ailleurs du séminaire de 60-61, le transfert, il va montrer qu'il n'y a pas d'intersubjectivité. J'hésite à vous faire la démonstration, sinon ça va dépoétiser ce que j'ai à dire après. Il n'y a pas d'intersubjectivité, ça passe pas d'inconscient à inconscient. Voilà, on est vraiment beaucoup plus seul qu'on ne le croit. Est-ce que c'est proche de il n'y a pas de rapport sexuel? Oh ben bien sûr. Oui. Voilà, ça ne fait pas rapport. Voilà, c'est ça. Vous faites l'amour avec votre fantasme, mais pas avec le corps de l'autre. Hélas, voilà, ça passe pas. Ça, oui, c'est ça, ça s'enracine là. Oui, oui. Il va le démontrer, d'accord. Donc, il n'y aura plus d'intersubjectivité à partir du séminaire du transfert 60-61, dès les premières séances. Ça ne passe pas d'inconscient à inconscient. Mais bon, je ne vous fais pas la démonstration complète, on le verra dans les séances qui vont venir. C'est pour ça que on m'a dit, mais pourquoi vous vous occupez que de Lacan et pas pourquoi de Manoni, on m'a écrit ou je ne sais pas quoi. Oui, il est charmant, Manoni, j'ai eu comme première analyse d'ailleurs. Il est charmant, Manoni, mais ce n'est pas une révolution. Le seul qui révolutionne la question dans l'histoire de la psychanalyse, du mouvement psychanalytique après Freud, c'est Lacan. Il y a toute une autre théorie du transfert qui va arriver, par petits bouts, par construction, ce n'est pas d'un seul coup. Et donc, laissez-moi le développer pendant les 12 séances, parce qu'il faut y aller pas à pas, par petites touches, mais pas à pas. Par contre, il n'y a pas d'intersubjectivité, on le verra bientôt, quand on va arriver à ce séminaire formidable sur le transfert, qui est un séminaire en plus qui a raté à la fin. Mais il y a un moment, il dit des choses. Voilà. Parce que la théorie de Lacan n'a pas commencé, si vous voulez, là. Le réel, comme a dit Madame, symbolique imaginaire, il y a simplement 53 la conférence SIR, symbolique imaginaire réel, qui va devenir plus tard réel, symbolique imaginaire, RSI. Hein. Mais avant cette conférence de 53, on est en 51, il n'a pas sa théorie lacanienne. Et quand il va voir sa théorie 2 ans plus tard, ça va complètement bousculer le paysage, et y compris la question du transfert, bien sûr. Voilà. Quand vous allez voir un transfert en 3 dimensions, voilà, un transfert imaginaire, on reviendra, freudien, un transfert symbolique que va inventer Lacan avec le grand autre, et je me suis permis très modestement de travailler cette question du transfert dans la dimension réelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un nœud du transfert? Est-ce que tout ça n'a pas été précisé? Mais comme toute question chez Lacan est toujours abordée à partir du RSI, dans les tridimensions réelles, symboliques, imaginaires, toute question, hein, le père, c'est le père qui vient là, toute question doit être abordée réelle, symbolique, imaginaire. Alors donc le transfert, on sera obligé d'aborder la question du transfert dans sa dimension imaginaire. Ça, Freud l'a beaucoup fait, mais symbolique, ça c'est tout à fait typique de Lacan.
qui décolle le symbolique de l'imaginaire de Freud. Et puis, il y a cette troisième dimension très difficile à manier, réelle. Voilà. Il faudra donc aller jusqu'au nœud borroméen, bien sûr. Hein. Donc, pas d'intersubjectivité dans 10 ans. Mais là, il y a une intersubjectivité, comme tout le monde le croit à l'époque. Hein. Voilà. Voilà, vous mettez deux personnes dans un cabinet d'analystes. Par moment, certains vont dire qu'il se passe quelque chose d'inconscient à inconscient. Ben non. Pas l'inconscient de l'un avec l'inconscient de l'autre, dans tous les cas. Peut-être avec l'imaginaire de l'un et l'imaginaire de l'autre. Comme on dit dans la société, on dit, qu'est-ce qu'on dit, c'est l'inconscient collectif. C'est stupide de dire ça. C'est pas freudien, d'abord, c'est jungien, ça. Il n'y a pas d'inconscient collectif. L'inconscient, il est subjectif, il ne se collectivise pas. Alors, on peut parler par contre d'un imaginaire collectif dans une société, dans un groupe. Il y a un imaginaire collectif de groupe, mais ce n'est pas l'inconscient collectif. C'est une stupidité, ou alors il faut aller partir du côté de Jung. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il faut mettre au point. Souvent, les journalistes ils parlent d'inconscient collectif. Bon, l'inconscient, il est individuel, il est subjectif. Et donc, il est tellement subjectif, je suis en train de répondre un peu à la question, c'est qu'il y a l'inconscient de l'autre, il est aussi subjectif, et le troisième, etc. Ça ne passe pas de l'un à l'autre. Voilà. On fait l'amour qu'avec son fantasme. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout les dames, elles ferment les yeux. Ce n'est pas pour être en rapport avec l'autre, c'est pour être en rapport avec son fantasme. C'est le triste statut de l'humain. Effectivement, vous avez raison, ça débouche sur il n'y a pas de rapport sexuel, dont on parlera, bien sûr. Le sexuel ne fait pas rapport. Le coït fait relation de décor, mais ça ne fait pas rapport, au sens même mathématique, au sens d'une fraction. Sauf chez Tirésias. Quand Tirésias est interrogé sur qui jouit le plus, l'homme ou la femme, quand ils font l'amour. Et Tirésias, qui était un peu du côté des dieux, des deux côtés, un petit peu, il était garçon, il était fille. Ah, il dit, ben, comme j'ai les deux expériences, je vais vous dire, hein, les hommes, c'est 10% et les femmes, c'est 90% de la jouissance. Tirésias, vous voyez, il sait, lui. Il sait le rapport sexuel. Quel est le rapport? C'est 10 et 90. Il n'y a que Tirésias qui sait ça. Mais les humains, ils ne savent pas. Parce que ça ne fait pas rapport. Bon, je ne vais pas vous casser la tête, on en est où là? Ah oui, on est à 23. On va voir même la prochaine fois, ça sera encore en novembre, le 24 novembre, je crois, la 4e séance, vous allez voir que ça bouge. C'est que le début chez Lacan en 51, intervention sur le transfert, pour un colloque. Mais en 54-55, c'est le séminaire 1, il va reprendre ça. Puis dans le séminaire 2, un peu moins, le séminaire sur le moi. Le séminaire 1, c'est les écrits techniques de Freud. Il va reprendre la question technique du transfert. Le séminaire 2, il le reprend un peu moins. Puis après il y a un moment de pause pendant plusieurs années, jusqu'au moment où il va dire ouais, je ne voulais rien savoir et maintenant on va s'occuper du transfert. Voilà, 60-61. Séminaire 7, quelque chose comme ça. Donc la psychanalyse, comme tout le reste, ne s'est pas fait en un jour. Il faut voir comment ça s'est construit. Et ce qu'a dit Freud n'a pas été annulé par Lacan. Tout ça, c'est cumulatif, il faut prendre tout, même si ça paraît se contredire. Et Freud, je vous l'ai montré dans les précédentes séances, il se contredit pas mal. Quand il fait de la résistance du moi, puis après la résistance du ça, puis après il ne sait plus très bien. Ben, c'est les deux. Et quand Lacan, vous allez voir, l'intersubjectivité, puis l'intersubjectivité, c'est bon.
Une intersubjectivité, c'est agréable, c'est chouette, ça communique entre les humains. Plus d'intersubjectivité, on se sent un peu seul dans l'univers, non? Ben oui. Et si dans l'amour, on ne peut pas avoir un rapport au corps de l'autre, il ne faut pas se déprimer tout de suite, hein, il ne faut pas dire ça. Comme dit Lacan, il ne faut pas le dire au public. Peut-être qu'il faudra trouver des petits êtres dans l'univers. Maintenant, on est en train d'y aller et leur demander, est-ce que chez vous, il y a un rapport sexuel? Je ne voudrais pas qu'à parler, de ma part, ça vous fasse taire. On est là pour se parler. C'est exactement ça la psychanalyse. Qu'est-ce que font ces deux-là? Ils se parlent. Dans l'analyse laïque de Freud, 1926, qui répond aux fonctionnaires qui demandent qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils s'enferment, vous l'avez dit l'autre jour, ils s'enferment dans une chambre, enfin dans une pièce. Et quand on s'enferme dans une pièce à deux, tout de suite, à quoi on pense, n'est-ce pas? À quoi on pense? Au sexuel, bien sûr. Et Freud leur répond, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils se parlent. Voilà, il n'y a pas de rapport sexuel, mais on peut se parler. Voilà, il n'y a pas de rapport sexuel chez les humains, mais ils peuvent se parler. Sauf si on les empêche de se parler. Si on les fout en tôle, si on les torture, si on leur fout des bombes sur la figure. Voilà. Mais s'ils se parlent, c'est une révolution. C'est pour ça qu'on ne veut plus de la psychanalyse aujourd'hui. La parole est une bombe. Ça peut tout changer. Oui, madame Annie. Merci. Oui, d'ailleurs, dans un de ses séminaires, je crois que c'était celui de Louvain, où Lacan il a dit en ce moment, je ne vous parle pas, mais je vous baise. Je vous baise. Ah bon? Je ne me souviens pas de cette phrase-là. Il a beaucoup. Il se défend contre le psychotique là, qui veut lui mettre le seau d'eau sur la figure. Oui, c'est ça. Il le tient par la parole, comme on peut tenir un psychotique comme ça longtemps, ou mais l'autre, il finit toujours quand même par lui mettre le seau sur la figure. Mais il le tient longtemps. Oui, mais... C'est fascinant pour la clinique. En tous les cas, ouais, ce que j'ai retenu, en tous les cas, dans cette phrase, elle est très intéressante parce que il y a comme le patient, avec le patient, il y a un transfert du désir. De toute façon, il y a ce transfert positif. Hein, et quand on est en transfert positif, et ben justement, on est dans cette relation d'amour au niveau psychisme, parce qu'on a l'impression, enfin vraiment, c'est l'extase dans les échanges de transfert et contre-transfert entre patient et analyste. C'était une question? Non. Voilà, le transfert, c'est l'amour, bien sûr. C'est-à-dire, aussitôt qu'on dit que c'est l'amour, ça peut tout de suite être la haine, bien sûr, sans retournement. Voilà. Mais il peut y avoir quelque chose de plus compliqué dans l'analyse. C'est la troisième passion que Freud avait repérée, qu'il est le seul à avoir introduit. Les philosophes n'avaient jamais pensé à ça pendant 20 siècles de philosophie. Ils ont toujours dit qu'il y a l'amour et la haine. Mais Lacan a introduit cette troisième passion qui est l'ignorance. Et quand vous avez quelqu'un qui est dans l'ignorance comme passion dans l'analyse, comment vous faites? Bon, l'amour, on connaît. La haine, on peut s'en prémunir. L'amour, on peut aussi s'en prémunir. Mais l'ignorance, qu'est-ce qu'on fait avec l'ignorance? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ignorance comme passion? Il y a des gens qui vont vous rencontrer pour vous dire qu'ils vous ignorent. Il y a des gens qui viennent demander quoi? Ils viennent demander un analyste pour lui dire, c'est m'est arrivé, pour lui dire, je ne veux pas parler, je ne veux pas qu'on parle de sexualité et je ne veux pas raconter mon histoire de mon enfance, mon histoire tout simplement.
qu'est-ce qui reste? Si ce n'est pas ça, la passion de l'ignorance, je veux vous continuer à m'ignorer, mais que vous me disiez qui je suis quand même. Cette passion de l'ignorance, qui a tout de suite rapport forcément au savoir, hein, elle n'est pas facile à manier, parce qu'elle se développe aujourd'hui encore plus. Quand on a 20 ans, qu'on vient demander je ne sais pas quoi à l'analyste et qu'on lui dit au bout de 2 séances, faites un bilan, qu'est-ce que vous pensez de moi, qui je suis, est-ce que je suis schizophrène, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça, parce que ça traîne partout. Est-ce que ce n'est pas au service de l'ignorance de refuser un certain chemin à prendre pour pouvoir arriver au savoir, arracher un bout de savoir? Moi, je pense qu'il y a des gens qui voudraient qu'on ait des boules de cristal. Qu'on ait des boules caisses. Oui, aussi. Mais ça, c'est du transfert négatif et vas-y, je te le renvoie et puis t'en fais ce que t'en veux. On peut faire une analyse qu'un transfert négatif, hein, c'est moins facile, mais on peut faire une analyse qu'un transfert négatif. Subir un transfert négatif, oui. Monsieur Lucas, Monsieur Nguyendine, oui. Oui, à propos de la passion de l'ignorance, j'avais, je crois, entendu Lacan, il me semble que c'était entendu, qui disait qu'il était dans une époque dans laquelle il y avait aussi une forme de passion de l'ignorance qui était un véritable discours à ce moment-là. C'était celui je crois, du non-savoir. Et je pense que ça correspondait au fait de dire eh, les profs de fac, descendez de vos estrades, arrêtez. C'est une question de remise à plat des hégémonies, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait une forme de dire. Il y avait une revendication du non-savoir. Et il me semble que Lacan, là-dessus, avait dit oui, mais enfin, quand même, il faut quand même pas être complètement idiot non plus. Donc, en fait, c'est assez amusant parce que à 60 ans d'écart, finalement, enfin, je ne sais pas comment ça s'articule parce que ce n'est pas les mêmes formes de passion d'ignorance, mais il y a peut-être quelque chose en commun, quelque chose qui se rejoue aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez en dire. Je ne sais pas, c'est possible que quelque chose se rejoue parce qu'il y a tellement de choses qui se rejouent. Quand on a un certain âge, et là c'est mon cas, quand on a un certain âge, on est étonné des choses qui se rejouent. La guerre, par exemple. Bon, moi je suis né à la fin de la guerre, je me demande si je ne vais pas crever avec une nouvelle guerre mondiale, je parle. Mais longtemps on a pensé que c'était fini, et ça se rejoue. C'est un exemple peut-être stupide, mais on pensait que des choses ne se rejoueraient pas, et on les a sous les yeux. Je vous assure que je me demande, moi, c'est ma génération, on va claquer, est-ce qu'on verra une 3e guerre mondiale? Et on ne pensait absolument pas à ça. Alors, dans l'analyse, c'est pareil, des choses se rejouent, certainement. C'est pour ça qu'il faut tout le temps reprendre Freud. Il faut tout le temps reprendre Freud, parce que dans les virages, vous rencontrez des trucs, vous vous dites, mais je n'avais pas vu ça. Chez Lacan, c'est pareil, c'est étonnant. Chez Lacan, au bout de 40 ans, bon, ça fait 50 ans que je suis dans l'analyse, je trouve des phrases, des virages de phrases chez Lacan, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas entendu ça. Ça vous ouvre des trucs, il a fait exprès Lacan en plus, hein. Mais il le faisait exprès, double entrée, triple entrée, et puis d'un seul coup, au bout de 20 ans, 30 ans, vous vous rendez compte de cette phrase, vous l'aviez lue d'une certaine manière, mais elle peut se lire d'une autre aussi. Donc, oui, des choses se rejouent, et à notre insu, bien sûr. Oui, monsieur. J'aimerais, juste par rapport à la passion de l'ignorance, est-ce qu'elle est vraiment, moi je trouve essentielle l'introduction de cette 3e passion, mais est-ce qu'elle est vraiment au même plan que l'amour et la haine, que je mettrais plutôt dans une certaine ontologie, alors que la passion de l'ignorance, j'ai parfois le sentiment, en tout cas dans la clinique, qu'elle est première, elle est là d'emblée et tout le temps là.
Donc, même un patient qui vient pour dire « je ne veux pas parler ici, je ne veux pas parler de ça », etc., on sait qu'en disant ça, il se contente, même si on ne sait pas de quoi il se contente. Qu'est-ce qui est là contenté quand il dit ça? Mais c'est tout le temps le cas, me semble-t-il en tout cas. Et c'est pour ça que je me posais vraiment la question, est-ce que c'est vraiment sur le même plan, dans la logique que l'amour et la haine? Tout à fait. Ce sont les termes mêmes de Lacan qui dit l'analysant qui vient en analyse comme ça, c'est un ignorant. Il est dans cette position-là, d'ignorer. Mais après, quand il sent le travail commencer et qu'il veut rester dans cette position, ça devient une passion d'ignorance. Ça, c'est tout à fait autre chose. Voilà, c'est comme ça que je peux... Donc, c'est un ignorant, mais c'est un ignorant dont certains ignorants veulent sortir de cette ignorance et acceptent que l'analyse, avec le travail, les sorte de cette ignorance, donc acquièrent un certain savoir sur leur inconscient, bien sûr. Mais d'autres, est-ce que c'est déjà de la perversion? Je ne sais pas, quand ils sentent qu'ils risquent de sortir de l'ignorance par le travail analytique, ils y reviennent et ils s'y enferment et cherchent à vous enferrer d'ailleurs là-dedans pour pas que ça bouge. Et ça devient une passion. Et c'est à ça que je disais, comment faire avec cette passion? Faut-il arrêter l'analyse? Faut-il dire je peux rien pour vous? Je ne sais pas. Ou faut-il pousser les choses encore plus loin? Alors, est-ce que c'est sur le même plan, ignorance? Apparemment non, parce que l'ignorance c'est directement le savoir. L'amour, est-ce que c'est directement lié au savoir? Ça serait plutôt son ignorance aussi. Et la haine, ça a quand même affaire au savoir aussi, quand même. Haine, amour, ignorance. L'ignorance directement, mais l'amour et haine aussi. C'est fait pour pallier cette histoire. Mais à un certain moment, haine, amour, ignorance, il les met dans le neuroroméen. Alors il les met en quelque sorte sur un même plan. Pas dans le même champ, mais dans le même plan. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur le fait, excusez-moi de vous couper, si on peut vraiment parler de transfert négatif ou positif. À partir du moment où il y a eu le transfert, il y a eu le transfert, quoi. C'est Delphine Morel qui parle? Oui, c'est moi, Delphine, excusez-moi. Oui. Oui, vous disiez, Delphine? Je disais que ça aussi, ça détermine le fait, enfin pour moi, c'est le transfert négatif ou positif n'a pas, pour moi, il n'y a pas de transfert négatif ou positif, il y a du transfert, on travaille avec ou pas, mais ça ne peut pas être, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, en tous les cas. Mmh. Parce que quand vous parliez de passion, quand la passion est là, effectivement, le rôle, en tous les cas, il me semble que le rôle du psychanalyste, c'est surtout de ne pas compatir. Pour pouvoir sortir le patient de cette question de la passion, justement, il faut faire attention à ne pas compatir, justement. Oui, ni pâtir, ni con, oui, tout à fait. Oui. Ni compatir, ni s'y opposer. Non, c'est là. Mais ça appelle l'interprétation. Bon, on reprendra tout ça au fil du temps. Hein, on va se rebuter sur ces questions. Vous allez voir tout doucement que c'est énorme, c'est vaste, puis ça va se concentrer sur quelques questions sur lesquelles Lacan, par exemple, bute tout le temps, jusqu'au moment où, hop, il trouve la solution qu'il propose. Solution lacanienne, on peut la refuser, mais il trouve des trucs formidables. Cette histoire d'avoir décollé le symbolique de l'imaginaire, c'est peut-être un des trucs les plus formidables de Lacan par rapport à Freud, alors que chez Freud, quand vous regardez, est-on dans l'imaginaire, est-on dans le symbolique, on est souvent dans les deux à la fois, avec le langage, etc. On est dans les deux, mais ce n'est pas décollé. Chez Lacan, c'est vachement décollé. Voilà. Et ça, comme il le décolle, ben, c'est productif. Ça va produire une théorie qui avance.
Par exemple, sur le transfert, on verra ça la prochaine fois, les 2 séances, novembre et décembre. On verra ça dans ces 2 séances. Oui, il va décoller en inventant la question du symbolique comme dégagée de la question de l'imaginaire. Bon, ben alors on a dépassé, on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer d'être rigoureux. Hein, on a déjà dépassé de 10 minutes. La prochaine fois, justement, ça sera sur les séminaires 1 et 2 et juste avant le séminaire sur le transfert. Donc, on a du gros boulot. Ça sera un tout petit peu plus long que ce soir. Il faudrait donc que je ne traîne pas. Mais j'ai découpé comme ça a une raison d'être parce qu'après, c'est vraiment le séminaire. Le gros morceau, c'est le séminaire sur le transfert qu'on verra sans doute à partir de fin décembre ou janvier. Avec des dépliements, des déploiements extraordinaires qu'il faut suivre pas à pas. Ça va, vous suivez? Vous n'avez pas marre de moi? Mais il faut parler plus, hein. Il faut me contredire, il faut me poser des questions que je vais sécher. Voilà, ce que je voudrais, c'est que dans une première partie, je vous dise ce que j'ai compris, au bout de quand même quelques années, et puis qu'on puisse se parler. Voilà, comme ça vous vient, il ne faut pas faire l'intelligent, il faut y aller. Ça, je ne comprends pas. Et bon, moi, des fois, je ne comprends pas non plus. Hein, je vois que nous sommes d'accord. Très bien. C'est à moi d'arrêter. C'est M. Moni qui arrête le... On peut tous se déconnecter. Si je mets fin, ça va arrêter pour tout le monde. D'accord. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne... Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Michel. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. 24 novembre, la suite du feuilleton. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne 3 semaines. Oui. Comment je fais pour arrêter ça? Comment je fais? Oh, à quitter en bas à droite. Quitter, c'est triste. Hein.